Le secrétaire général To Lam s'est entretenu avec le Premier ministre singapourien. Ils ont convenu d'élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global. Diverses mesures sont prises pour équilibrer durablement les échanges commerciaux entre le Vietnam et ses principaux partenaires. Grâce à son succès au niveau national, l'industrie musicale vietnamienne attire une attention considérablement de la part du public et des investisseurs internationaux. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Ce mercredi 12 mars, au Parlement de Singapour, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, a été accueilli officiellement par le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong. Après la cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus. Le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, a affirmé que la visite officielle du dirigeant vietnamien marquait un jalon important dans les relations entre les deux pays. Il a souligné les liens étroits entre le Vietnam et Singapour sur le plan politique, économique et des échanges entre les peuples, ainsi que leurs nombreux intérêts communs et stratégiques en matière de questions régionales et internationales. De son côté, le leader du PCV a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié et la coopération multiforme avec Singapour et souhaitait les renforcer. Les deux dirigeants ont passé en revue les avancées notables dans la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et de l'investissement. Ils ont rappelé que le chiffre d'affaires des échanges commerciaux bilatéraux avait dépassé 9 milliards de dollars en 2024. Singapour est actuellement le deuxième investisseur étranger au Vietnam, avec un capital cumulé de plus de 80 milliards de dollars. Fort des succès obtenus au cours des 5 dernières décennies, les deux dirigeants ont convenu d'élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global. Cette décision constitue un jalon historique, ouvrant un nouveau chapitre avec une vision plus large et à long terme. Le Premier ministre singapourien a souligné qu'il s'agissait du premier partenariat stratégique global que Singapour établissait avec un pays membre de l'ASEAN. Les deux parties ont convenu de définir des grandes orientations et de confier aux agences, ministères et secteurs concernés l'élaboration d'un programme d'action visant à mettre en œuvre efficacement ce partenariat stratégique global et à développer les relations bilatérales de manière substantielle et durable. Sur le plan régional, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la solidarité au sein de l'ASEAN. Ils ont également affirmé leur engagement à faire de la mer orientale une région de paix, de coopération et de développement en œuvrant avec les autres pays de l'ASEAN pour promouvoir les négociations sur un code de conduite en mer orientale substantiel, efficace et conforme au droit international. À l'issue de l'entretien, le secrétaire général To Lam et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong ont assisté à la signature de documents de coopération dans le commerce de l'énergie éolienne, la transformation numérique et l'innovation financière. Les deux dirigeants ont ensuite présidé une conférence de presse. Auparavant, le secrétaire général To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne a rendu hommage au président Ho Chi Minh au Musée des civilisations asiatiques. Toujours ce mercredi 12 mars, le secrétaire général To Lam a rencontré le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam. Les deux parties ont échangé sur les grandes orientations et les mesures de mise en œuvre du partenariat stratégique global récemment établi. L'accent a été mis sur la volonté de faire des deux pays des partenaires de premier plan dans la région, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et énergétique et de la production de semi-conducteurs. Lors de sa rencontre avec le président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng, le secrétaire général To Lam s'est déclaré satisfait des avancées dans la coopération bilatérale dans divers domaines. Le président du Parlement singapourien a quant à lui souligné l'excellente coopération entre les deux organes législatifs, notamment à travers les visites de haut niveau. Et dans le cadre du nouveau partenariat stratégique global, il a insisté sur la nécessité de renforcer les relations parlementaires à tous les niveaux
afin de poser des bases solides et d'apporter une contribution active au développement des relations Vietnam-Singapour. Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le secrétaire général To Lam a pris la parole ce mercredi à l'école de politique publique Lee Kuan Yew, rattachée à l'Université nationale de Singapour. Dans son discours, le chef du PCV a partagé 3 contenus: la vision stratégique du Vietnam en matière de sciences, de technologie et d'innovation, la philosophie de coopération et de développement du Vietnam à l'ère numérique et les leçons tirées de la coopération Vietnam-Singapour, ainsi que l'importance à long terme de cette relation. Il s'est déclaré convaincu qu'avec une vision stratégique, une forte détermination politique et un esprit de coopération approfondi, le Vietnam, Singapour et d'autres pays de la région parviendront à des réalisations encore plus importantes à l'avenir. Et à cette occasion, le secrétaire général To Lam a également répondu aux questions des étudiants de l'Université nationale de Singapour. Ce mercredi matin à Hanoï, le Comité national sur la finance inclusive s'est réuni en 2e session sous la houlette de son chef, le Premier ministre Phạm Minh Chính. Au programme des discussions, la mise en œuvre de la stratégie financière nationale globale jusqu'en 2025 avec une vision à l'horizon 2030. Les résultats de l'application des conclusions de la première réunion du comité, ainsi que les tâches et solutions à mettre en place pour poursuivre efficacement la stratégie financière globale dans les années à venir. Prenant la parole lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné l'importance cruciale de cette stratégie financière nationale globale pour le développement socio-économique. Il a défini 5 objectifs clés et assigné des missions spécifiques aux ministères et aux organismes compétents. La plus grande priorité est d'assurer que tous les citoyens aient un accès égal aux services financiers en adoptant une approche équitable et inclusive de la stratégie financière nationale. Le ministère de l'Industrie et du Commerce finalise actuellement un plan d'action visant à parvenir à des échanges commerciaux équilibrés et durables avec les principaux partenaires du Vietnam, sous la direction du Premier ministre. En effet, diverses mesures ont été mises en œuvre pour stabiliser les exportations face à l'évolution des politiques commerciales mondiales. Tout de suite, les détails. Au cours des 2 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes a atteint 65,2 milliards de dollars américains, soit une hausse de 9,9% sur un an. Les principales associations d'exportation vietnamiennes, en particulier celles des industries du bois et du textile, ont développé de nombreuses stratégies pour faire face aux fluctuations de la politique tarifaire américaine. Nos entreprises forestières conservent régulièrement des registres de traçabilité complets qui peuvent être présentés aux autorités américaines sur demande. Bien que nous diversifions nos opérations sur les marchés du Moyen-Orient et d'Australie, ils ne représentent actuellement qu'une petite partie de nos exportations. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, d'ici la fin de l'année, pour atteindre l'objectif d'exportation de 454 milliards de dollars, il faudra exporter en moyenne 37,8 milliards de dollars chaque mois. Cet objectif exige une attention particulière de la part des entreprises, des services d'import-export et des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger. Nous collaborerons avec le département de la défense commerciale et d'autres services du ministère afin de conseiller et d'orienter les entreprises sur la prévention et la lutte contre la fraude à l'origine. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a également annoncé son intention d'élaborer des scénarios pour faire face aux éventuelles tensions commerciales mondiales. Les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger aideront les entreprises à accroître leur part de marché et à minimiser les risques en favorisant les échanges commerciaux avec les marchés clés. Le Salon international de l'alimentation et des boissons Foodtex Japon 2025 a ouvert ses portes le 11 mars à Tokyo, au Japon.
Plus de 30 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production de produits à fort potentiel d'exportation vers le marché japonais y participent. Parmi les produits exposés figurent des légumes et des fruits frais, des fruits transformés et en conserve, des noix de cajou, du poivre, de la cannelle, du riz et de ses dérivés, ainsi que des produits laitiers et des confiseries. L'espace d'exposition des entreprises vietnamiennes s'étend sur 210 mètres carrés, ce qui représente la plus grande présence du Vietnam à ce jour au salon Foodex Japon. Ce salon, l'un des plus grands salons de l'alimentation en Asie, accueille des entreprises provenant de 68 pays et territoires. L'événement devrait attirer environ 76 000 visiteurs cette année. Les prix du riz vietnamien ne devraient se redresser qu'au deuxième trimestre. Depuis le nouvel an lunaire, les prix du riz à l'exportation ont chuté, entraînant une baisse des prix sur le marché intérieur. En conséquence, les entreprises rizicoles s'efforcent d'élargir leur marché d'exportation et trouver de nouveaux partenaires pour soulager cette pression. Au cours des 2 premiers mois de l'année, le prix moyen à l'exportation du riz est tombé à $553 la tonne, soit une baisse de 18,3% en glissement annuel. Cette baisse reflète les tendances du marché mondial du riz, compte tenu de la part dominante de 40% de la demande mondiale de riz de l'Inde. La reprise des exportations de riz par l'Inde a entraîné des changements dans l'offre, la demande et les prix sur le marché mondial. La baisse des prix du riz mondial et vietnamien est un phénomène normal. Récemment, le Premier ministre a publié la directive numéro 21 sur la garantie de l'équilibre entre l'offre et la demande de riz. Il a également demandé aux organismes concernés de surveiller de près les fluctuations du marché, en particulier les changements de politique dans les principaux pays exportateurs de riz. Il faut continuer à rechercher et diversifier les marchés d'importation. Au-delà des marchés traditionnels, des efforts doivent être faits pour accéder à de nouveaux marchés, tels que ceux des États-Unis, du Moyen-Orient, de l'UE et de l'Afrique. Au niveau national, il est crucial d'accroître l'échelle de production et d'améliorer la capacité des entreprises. Le riz vietnamien occupe une position solide sur le marché mondial avec une clientèle fidèle. Le Vietnam exporte environ 7 millions de tonnes de riz par an, dont plus de 80% de riz de haute qualité, un segment largement résistant aux fluctuations du marché. Le principal défi réside dans la gestion des facteurs internes pour maintenir une croissance durable. Il est essentiel d'améliorer l'application des avancées scientifiques et technologiques, de réduire les coûts de production et de maintenir à la fois la qualité et le rendement du riz pour augmenter à terme les bénéfices des agriculteurs. En outre, il faut consolider les liens entre les agriculteurs, les coopératives et les entreprises. Dans le delta du Mécogne, environ 6 millions de tonnes de riz devraient être récoltées d'ici la fin avril. Les experts suggèrent aux entreprises de se concentrer sur la constitution de stocks pour stabiliser les prix du riz tout en garantissant un approvisionnement suffisant en riz de haute qualité pour l'exportation. Ho Chi Minh Ville manque actuellement des milliers de travailleurs. Au cours des 2 premiers mois de l'année, les entreprises ont eu besoin de près de 8 500 travailleurs, mais il n'y a que 6 200 personnes à la recherche d'un emploi. Bien que le nombre de travailleurs titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur à Ho Chi Minh Ville soit presque le double de la moyenne nationale, recruter des travailleurs qualifiés pour les entreprises n'est toujours pas facile. Tout de suite, état de lieu. Actuellement, il y a une grave pénurie de main-d'œuvre non qualifiée avec seulement plus de 1400 personnes à la recherche d'un emploi, alors que la demande est près de 5000 personnes. Les besoins de recrutement des entreprises sont divers, mais la source actuelle de ressources humaines n'est pas suffisante pour approvisionner les entreprises. Cette entreprise doit recruter de 10 à 15% de travailleurs qualifiés cette année. Mais tout comme pour le travail non qualifié, il n'est pas facile de recruter plus de 100 personnes. L'écart entre les exigences du poste et les compétences existantes des candidats a entraîné une modification des critères de recrutement. Nous embauchons des personnes ayant une bonne attitude. Les connaissances et les compétences seront développées de manière plus approfondie pendant la période probatoire. C'est aussi la stratégie de cette entreprise 100% étrangère spécialisée dans les équipements électroniques et optiques.
Même si elle a contacté des étudiants dans la bonne filière, il n'est pas facile de trouver des employés. L'intégration dans l'environnement de l'entreprise est différente de l'environnement d'apprentissage. C'est pourquoi l'entreprise dispose d'un programme de formation à plusieurs niveaux pour aider les employés à s'adapter rapidement aux conditions du travail. Bien que ces étudiants ne soient qu'en première année, ils n'ont pas manqué l'occasion d'en apprendre davantage sur le marché du travail. Je souhaite avoir plus de connaissances et de compréhension sur les entreprises afin que mes chances de trouver un emploi soient plus élevées. L'initiative des entreprises de recrutement ainsi que les nombreuses formes diverses de relations entre l'offre et la demande constituent la force motrice qui pousse les entreprises à résoudre le problème des ressources humaines qualifiées pour servir les objectifs de développement. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'autorité de l'aviation civile du Vietnam a accordé une autorisation de la compagnie aérienne Azur Air pour exploiter des vols à destination du Vietnam à partir du 16 mars. Ces vols relieront 11 villes russes à Cam Ranh et Khánh Hòa avec une fréquence moyenne de 14 vols par semaine. Avant la pandémie de Covid-19, 10 compagnies aériennes russes et vietnamiennes exploitaient ces liaisons, mais leur activité a été réduite en raison de la crise sanitaire. Et actuellement, plusieurs autres compagnies aériennes russes prévoient de reprendre les vols vers Cam Ranh et Phu Quoc dès l'été prochain. La République de Corée a dominé le marché des touristes visitant le Vietnam en février avec plus de 468 000 arrivées. La Chine arrive en deuxième position avec près de 380 000 visiteurs. Viennent ensuite Taïwan de Chine, les États-Unis, le Japon, le Cambodge et l'Australie. Avec plus de 79 000 visiteurs, la Russie fait son grand retour dans le top 10 des marchés émetteurs les plus importants vers le Vietnam. Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli près de 1,9 million de visiteurs internationaux en février et ce chiffre représente une augmentation de 130% par rapport à la même période en 2019 avant la pandémie de Covid-19. L'industrie musicale vietnamienne a récemment connu une forte augmentation des concerts, attirant des foules records. À la fin de l'année dernière, les concerts des deux émissions de télévision Call Me By Fire et Les Frères disent bonjour ont attiré des centaines de milliers de spectateurs à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. De plus, depuis le début de l'année, plusieurs chanteurs nationaux ont sorti de nouveaux produits, rendant le marché de la musique vietnamienne plus excitant que jamais. Et ces programmes et produits musicaux connaissent non seulement un succès national, mais attirent également une attention considérable de la part du public et des investisseurs internationaux. L'émission Call Me By Fire, diffusée sur la chaîne VTV3, a touché 3,5 millions de foyers dans 25 pays à travers le monde. Des clips vidéo de l'émission publiés sur YouTube et TikTok ont été visionnés des milliards de fois dans le monde entier. Pour les deux soirées musicales de Ho Chi Minh Ville et de Hanoï, des fans de 25 pays se sont rendus au Vietnam pour assister au concert. Je suis très impressionnée par l'émission Call Me By Fire, parce que ce n'est pas seulement produit par des entreprises privées, mais aussi en coopération avec l'État comme la télévision du Vietnam. Grâce à cette combinaison, les producteurs d'émissions peuvent créer du contenu que le public souhaite regarder. En outre, ils peuvent également faire revivre les valeurs traditionnelles. C'est ma première fois au Vietnam et j'ai été étonnée par le développement de l'industrie du divertissement et l'enthousiasme du public pour les spectacles musicaux. J'aimerais investir ici dans le futur. Je vois cela comme un marché très potentiel.
Selon l'Institut national vietnamien de la culture et des arts, les 2 soirées de concert de Call Me by Fire ont généré plus de 13,3 milliards de dollars de recettes, dépassant le précédent record de 12,9 millions de dollars établi par le groupe sud-coréen Blackpink au stade Mỹ en juillet 2023. Les investisseurs étrangers apprécient l'engouement du public vietnamien pour les programmes de divertissement locaux. De plus, la communauté vietnamienne possède sa propre identité culturelle qui attire les communautés voisines. Les revenus du streaming musical en ligne ont atteint 40 millions de dollars en 2024. Le marché vietnamien de la musique numérique devrait croître de 8% à 10% par an, avec un chiffre d'affaires projeté de plus de 66 millions de dollars en 2025. Han Mac Tử, un génie malheureux de la poésie vietnamienne, a mis son cœur dans des vers remplis de désir, d'amour et de tristesse humaine, avant que le destin ne lui prenne la vie. Même si le temps passe, ses poèmes ne s'effacent pas. À Quy Nhơn, un artiste a insufflé une nouvelle vie aux poèmes de Han Mac Tử, les rendant plus brillants et vivants que jamais. Il fait en sorte que la poésie de Han Mac Tử soit préservée, mais qu'elle touche également le cœur des lecteurs. Nous le rencontrons tout de suite. Au milieu des collines et des vers chuchotants de Quy Nhơn, il y a un homme qui a consacré sa vie à perpétuer l'héritage d'un poète. Vu Kha n'est pas seulement un admirateur, mais aussi un fervent défenseur de l'héritage du poète Han Mac Tử. Han Mac Tử brille comme une étoile dans le ciel de la poésie romantique du Vietnam, avec un talent unique et une créativité sans limite. Cependant, cette vie brillante mais fragile prit bientôt fin en 1940, lorsqu'il décéda à l'âge de 28 ans. Les lentilles d'eau flottent dans d'immenses vagues. L'herbe pousse sur la rive opposée, l'ombre des sols semble. Ramez bien le bateau pour traverser la souffrance. Avec une volonté inébranlable, laisse le destin te donner. Tandis que d'autres utilisent que de l'encre et un stylo, je grave les vers de Han Mac Tử pour qu'ils s'impriment dans le cœur. Trương Vũ Kha est né dans la province de Bình Định, ville de Quy Nhơn. Durant ces dernières années, il a toujours vécu avec la poésie et a trouvé des moyens de la préserver. Animé d'une profonde passion, il utilise un pyrograveur, un outil qui lui permet de graver des vers dans le bois, afin qu'ils ne s'effacent pas avec le temps. À partir de 1982, j'ai commencé à acheter des fils de cuivre et à les enrouler ensemble. Grâce à ce processus, j'ai créé une bobine et je l'ai connectée à une source d'alimentation de 220 volts qui a ensuite été convertie en 6 à 12 volts. En ajoutant une résistance, j'ai pu générer un pyrograveur. S'il y a quelqu'un veut lire des poèmes de Han Mac Tử ou d'autres, il lui faut ouvrir un livre et chercher les vers. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose où la poésie pourrait exister au-delà des pages? On peut s'asseoir et prendre une tasse de thé, puis lever les yeux et voir soudain les vers de poèmes de Han Mac Tử magnifiquement gravés devant soi. S'effonçant sans effort dans son âme, la poésie de Han Mac Tử vivra alors pour toujours. Maintenant, j'ai transmis mon savoir-faire à plusieurs générations. Par exemple, une de mes élèves travaille à mes côtés depuis près de 20 ans. J'ai découvert le pyrograveur pour la première fois en 2007. C'était aussi la première fois que je visitais Quy Nhơn. Ce qui rend cet artisanat si spécial, c'est sa difficulté et sa précision incroyable. Il ne laisse aucune place à l'erreur. Lorsque j'utilise le pyrograveur, il est essentiel de contrôler la chaleur. Si je veux que les lettres aient des traits fins ou épais, ou que je souhaite ajuster la quantité de chaleur dans le bois, je dois me fier entièrement au mouvement de ma main.
Chaque trait doit être précis à 100%. Je veux suivre les pas de mon professeur, perpétuer son héritage et partager cet artisanat unique avec les touristes. J'enseigne à mes élèves qu'ils doivent comprendre la vie de Han Marthe, sa carrière et son héritage, et même connaître parfaitement ses poèmes, y compris leurs origines et leur signification. Les touristes et les amateurs de littérature sont attirés par l'atelier de Vũ Kha, fascinés par la façon dont les lettres brillent. Contrairement à la poésie qui se limite aux pages des livres, les œuvres de Vũ Kha existent dans la vie réelle, invitant chacun à assister à la magie du vers des poèmes transformés en art. J'admire vraiment Vũ Kha pour avoir consacré toute sa vie à perpétuer la poésie de Han Marthe. Son travail est remarquable et touche le cœur. J'apprécie les œuvres d'art ici. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit auparavant, mais en le voyant de mes propres yeux, je me sens émue et impressionnée. Les œuvres ici sont magnifiquement présentées et visuellement frappantes. Ce lieu me donne envie d'y retourner. Le plus important, c'est la passion. Le talent n'y joue qu'un rôle mineur. Les 99% restants proviennent d'un entraînement acharné. À mon avis, lorsque nous grandissons, nous devons apporter quelque chose à notre ville natale ou même à notre pays. C'est pour moi une véritable source de fierté. Découvrons les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt sur VTV4.